Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Bienvenue dans 11 de choc, le podcast qui secoue l'histoire du foot. Et on va partir en Amérique du Sud dans cet épisode pour faire le 11 type de nos amis argentins qui ne sont plus nos amis depuis quelques temps. Salut tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, il y a une petite rivalité qui est en train de se créer depuis 2018 et avec la Coupe du Monde 2022. Depuis qu'on les affronte en fait. Oui, c'est vrai. Historiquement, il n'y a pas eu beaucoup de France-Argentine. Mais je pense que c'était un peu inévitable à partir du moment où on affrontait cette équipe. On se ressemble trop avec les Argentins d'un côté à la fois mauvais joueur, mauvaise foi et côté chambreur. Donc forcément, ça fait des étincelles. Ouais. Mais ça va pas nous empêcher d'essayer de faire le 11 type de la sélection et de rester objectif un maximum. Bah oui, pas le choix. Pas le choix, même s'il y a des joueurs qui nous ont agacés, nous, on n'est pas là pour ça puisqu'on applique des critères. Exactement, des critères pour sélectionner nos joueurs qu'on va rappeler. Donc premier critère, le niveau intrinsèque du joueur. Deuxième critère, sa longévité, son nombre de sélections. Troisième critère, le palmarès avec la sélection. Quatrième critère, l'importance du joueur dans son équipe, son rôle dans l'équipe, son influence sur l'équipe. Et cinquième et dernier critère, l'impact du joueur dans les grands matchs, dans les grandes compétitions. Donc évidemment, on fait le 11 de la sélection, on prend en compte uniquement la carrière internationale du joueur, on oublie les carrières de club, et on part des années 70 toujours. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le 11 sur lequel on a le plus de chances de faire un 100% de réponse commune. Ça me paraît assez évident, et je pense que c'est peut-être le système de jeu qui peut faire qu'on va pas avoir le même 11. Donc on va voir dans quel schéma tactique on joue. Sachant qu'on essaye de faire un 11 équilibré aussi. Donc c'est ça qui va jouer. Moi, je joue avec un 4-3-3. Pareil, 4-3-3 avec un numéro 10. Donc on va voir ça tout de suite. On va démarrer avec le poste de gardien de but. Et je pense que c'est peut-être maintenant que tout peut se jouer. Parce que c'est le plus difficile. Ça va se jouer là, il y a une chance sur 2, il y a une vraie concurrence, ouais. Je commence, j'ai choisi, Dibu Martinez. Moi aussi, ça me fait pas plaisir, mais j'ai choisi Emiliano Martinez. Oh! Ah, j'étais sûr que tu allais mettre, Filleul. Ah, j'étais quasiment sûr. Filleul, c'est le nom le plus évident. C'est le gardien champion du monde 78. Et je pense qu'en termes de niveau, c'est le meilleur gardien que l'Argentine ait eu. C'est sûr même. Et je vais te dire, je pense que c'est même le meilleur gardien sud-américain du XXe siècle. Chilavert, tu le comptes, entre les 2, du coup? Ah oui, c'est vrai. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a Ah, Chilavert. je pense que c'est un cran dessus, Chilavert. Mais bon. Oui, je suis d'accord. Alors, Filleul, il a pas tant de sélections que ça avec l'Argentine, 58 seulement. Mais déjà, il devient titulaire assez tard en sélection. Et en plus, il se brouille avec Menotti, qui est sélectionneur de 74 à 82. Mais en fait, il est tellement fort que la presse et même le pouvoir militaire vont pousser pour qu'il soit titulaire à la Coupe du Monde 78. Et en 78, il est hyper décisif dans le tournoi. Il arrête notamment le pénalty de Deina contre la Pologne au deuxième tour. Il est aussi décisif dans le match contre le Brésil et surtout contre les Pays-Bas en finale. Il est très très bon dans cette finale. Il fait au moins 3 grosses parades. C'est surtout la finale où il est vraiment, vraiment ultra décisif parce que, l'Argentine, elle peut craquer plusieurs fois et lui, il va vraiment être décisif, pour garder le score. Exactement. Mais en face de lui, il a un client, c'est Emiliano Martinez, qui est au moins aussi décisif en finale, si ce n'est plus, et déjà parce qu'il fait peut-être l'arrêt le plus important de l'histoire du foot. L'arrêt face à Colomboigny, un 1 contre 1 dans les arrêts de jeu d'une prolongation de finale de Coupe du Monde où il y a 3 partout. Je pense qu'on peut pas faire arrêt plus décisif et avec derrière une victoire dans une séance de tir au but. Ouais, forcément, cet arrêt contre Colomani, il nous a hantés, mais de manière objective, ouais, il est ultra décisif. Moi, j'ai regardé un peu en détail aussi, son arrivée en sélection parce que c'est un joueur qui a souvent été remplaçant ou même pas appelé, en fait, hein. Il y a très peu de sélections, en fait, il est arrivé en sélection en 2021 et à partir du moment où il arrive en sélection, il va il va gagner toutes les compétitions, toutes les phases finales dans lesquelles il joue avec la sélection. Et par rapport à Filleul, il a un peu plus de palmarès parce qu'il gagne aussi 2 Copa América, 2021 et 2024. Exactement et il va être décisif sur
toutes les compétitions et tous les matchs, notamment dans sa spécialité, qui est les séances de tirs au but. Ouais. En 2021, en quart contre la Colombie, il arrête 3 tirs au but. En 2022, en coupe du monde, il en arrête 2 contre les Pays-Bas en quart de finale. Forcément, il arrête 1 tir au but contre la France en finale. Et en 2024, en quart contre l'Équateur, il en arrête encore 2. C'est-à-dire que le mec, quand même, sur 4 phases finales, il a arrêté déjà 8 tirs au but Ouais, c'est beaucoup. sur 4 séances. C'est énorme. En fait, c'est un gardien qui est beaucoup moins régulier que Filleul, mais par contre, il peut sortir des énormes prestations. Et en sélection, dans les gros tournois, il sort des énormes prestations. Et puis en 2022, il n'est pas décisif que sur la finale, hein. Il y a aussi la séance de tir au but contre les Pays-Bas, on en a parlé. Il y a aussi un arrêt un peu similaire à l'arrêt qu'il fait face à Colomani contre l'Australie. Pareil, dans les dernières secondes du match. Et il est vraiment spectaculaire en plus dans ses arrêts, parce que l'arrêt face à Colomani, c'est pas juste Colomani qui lui tire dessus, c'est quand même un arrêt où c'est il ça. sort hyper vite, il explose. C'est assez impressionnant, hein, mine de rien. Oui, c'est un bel arrêt. Alors, on pourra toujours dire que Colomani peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais en réalité, il reçoit la balle, il enchaîne, Ah, son enchaînement est propre, hein. bah, Mm. ouais, c'est propre. Mm. C'est d'abord un arrêt exceptionnel avant d'être un énorme loupé, je trouve. Mais pour moi, c'est ce qui fait la différence avec Filleul, parce que cette image-là, de cet arrêt-là, fait qu'on parlera encore d'Emiliano Martinez dans 50 ans et qui sera toujours associé au titre de 2022, là où je pense que Filleul est associé au titre de 78, mais c'est pas le joueur qu'on retient le plus. Bah, en 2022, en fait, si tu prends Messi qui est ton joueur le plus important, bah, derrière tu vas rapidement citer, Martinez, hein. C'est sûr. Mais sur ce poste-là, les Argentins sont pas très fournis, hein. Parce que Martinez, même si je considère qu'il est un peu en dessous de Filleul en termes de niveau, il reste quand même plus proche de Filleul que des autres, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fossé entre Filleul, C'est ça. Martinez et tout le reste. Bah, Martinez, c'est surtout qu'il est sorti très, très tard, donc si tu prends sur l'ensemble de sa carrière, c'est compliqué de savoir son niveau. Après, si tu prends son niveau sur les 3-4 dernières saisons, oui, c'est assez élevé et il est dans les tout meilleurs gardiens de sa génération sur ces 3-4 saisons. Sauf qu'avant, il y a 7-8 saisons où c'est un gardien lambda, voire bof, qui manque de régularité, comme tu l'as dit, qui fait beaucoup d'erreurs et c'est que Exactement. vraiment sur le tard où il arrive à trouver, de la régularité. Ouais, c'est ça. À son pic, je pense que du coup, il approche vraiment de Filleul, sans problème. On va passer à la défense. Ouais, bah, on peut démarrer par le latéral droit, parce que là, je pense qu'il y a pas de risque, normalement. Il n'y a pas de risque. C'est Javier Zanetti. Ouais, bah, ouais, pas le choix. 145 sélections, 17 ans d'activité, mais il y a quand même que 2 participations à des Coupes du Monde, 98 et 2002. Il n'est pas sélectionné en 2006 et il n'est pas sélectionné non plus en 2010. Et à chaque fois, c'est pour des choix sportifs, hein. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de blessure, mais sportivement, on choisit de ne pas le prendre, que ce soit Pekerman en 2006 ou Maradona en 2010. C'est assez incompréhensible, hein, en 2006 qu'il soit pas pris, je trouve, hein. Même en 2010, mais en 2006 encore plus, c'est Moi, c'est plus 2010 que je trouve incompréhensible. Parce que 2006, Pekerman fait son équipe plus autour de Sorin à gauche, qui va être le latéral offensif qui monte. Donc je comprends qu'il veuille mettre un défenseur central à droite pour équilibrer, qui va être Burdisso. Mais je trouve que de là à sortir complètement Zanetti de la sélection, c'est rude parce que Zanetti il aurait pu faire doublure de Sorin ou rester dans le groupe malgré tout. bah, ouais et puis Zanetti, il peut aussi jouer dans le milieu de terrain. Le mec est tellement polyvalent que c'est fou de pas de te priver d'un joueur, comme ça. Mais 2010, je trouve ça plus dur parce que t'as pas d'arrière droit pour le coup. Et tu vas jouer avec Otamendi arrière droit qui a 22 ans et qui est pas du tout au niveau. Mais bon, c'est le moment où Maradona privilégie les joueurs qui jouent au pays et ça va être catastrophique comme résultat. Mais bon, voilà, c'est Maradona sélectionneur. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de concurrence sur ce poste, dans cette sélection. Historiquement, si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de très bons latéraux. Et Zanetti, c'est vraiment un arrière-droit d'élite. C'est un joueur qui peut couvrir tout le couloir, qui a une technique assez sobre, mais hyper efficace. Et il n'a pas de concurrence, en fait. Ouais, ouais, pas de concurrence comme tu l'as dit. De toute façon, c'est un des tout meilleurs, même de sa génération, hein, à son poste. Un joueur assez polyvalent. Moi, je trouve sa plus grosse qualité, même s'il y en a d'autres, mais c'est quand même son endurance. Je trouve qu'il a une capacité à répéter les efforts qui est impressionnante. Non, mais c'est sa santé en général, hein, son corps en Ouais. général. Ouais, parce que même à 40 ans même à 40 ans, il courait encore comme un fou sur le terrain, Mais en termes de longévité, c'est quand même hallucinant, hein. Et il a fait que des saisons dans sa carrière à 50 matchs, 60 matchs. ouais, jamais blessé. Il est jamais absent, il rate pas une rencontre, c'est
impressionnant. À 40 ans, il fait encore une saison à 48 matchs. Mm. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus une légende de l'Inter qu'une légende de la sélection. C'est-à-dire qu'il est capitaine pendant 15 ans de l'Inter Milan et il n'aura jamais ce statut en Argentine. Mais malgré tout, voilà, il y a clairement personne qui lui arrive à la cheville sur ce poste. Non, 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 bah après, les joueurs, c'est trop loin. C'est Zabaleta, c'est Molina, c'est les joueurs de. Enfin, c'est impossible de comparer à Zanetti. Donc, forcément, Zanetti est notre arrière droit. On passe sur le poste opposé, arrière gauche. Un peu plus de débat. Pour moi, il y a deux choix. Bah, moi, je suis parti sur Sorin. Pareil. Juan Pablo Sorin, Voilà. 76 sélections, 12 buts. Pour le coup, il a un vrai concurrent, c'est Tarantini, qui est le défenseur gauche de l'équipe de 78. Il a 23 ans au moment où il est champion du monde. C'est typiquement un joueur de Grinta, un joueur qui a un très gros caractère. Et c'est ce qui le mènera aussi à avoir une carrière assez instable en club. Et c'est aussi ce qui l'amènera à arrêter très tôt sa carrière internationale, à 27 ans, à partir du moment où il s'exile en France, où il va jouer à Bastia, puis à Toulouse, et ben, il rejouera plus jamais en sélection. Donc ça suffit pas à passer devant Sorin, qui lui aussi pourtant a une carrière assez chaotique en club. Il va jamais vraiment s'imposer dans un top club, mais avec la sélection, il est quand même souvent présent et il est même capitaine en 2006. C'est ça. Alors là, c'est un profil vraiment différent. Sorin, c'est un joueur très, très porté vers l'avant, hein, tu l'as dit. Bon, par contre, défensivement, il a quand même ouais, quelques lacunes. C'est vrai qu'il est très offensif et il marque beaucoup parce qu'il n'hésite pas à se projeter dans la surface. Quand le ballon vient de la droite notamment, il se retrouve quasiment en position d'avant-centre et il marque beaucoup de la tête en fait, Ouais. alors qu'il n'est pas très grand. Pour un arrière latéral, c'est assez fou, mais il se retrouve tout le temps dans ces situations de finisseur. Donc c'est un joueur assez atypique qui peut apporter énormément de par son volume et sa qualité de projection. Et c'est pour ça que Pekerman le choisit aux dépens de Zanetti en 2006. Ouais, ouais, puis il a cette fameuse, grinta, tu vois? Je trouve qu'il est caractéristique aussi de ça, donc ça marche bien. Ah bah complètement. Non mais moi de toute façon je le mets aussi pour ça, hein, parce que je fais le 11 de l'Argentine et j'ai envie d'avoir sa tête Mmh. d'Apache avec ses cheveux longs et son gros sourcil dans mon équipe. Ouais, ouais, ça marche bien, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et il a une tronche, hein, Sorin. Ah, il a une dégaine, même quand il court avec ses cheveux et tout, c'est ouais. Ouais, ouais, c'est très charismatique, en effet. Alors on va passer à la défense centrale. Ouais, défense centrale. Moi j'ai pas trop de doutes sur ma charnière. Ah OK, on va voir. Moi, j'ai mis Passarella et Ayala. Ah bah ça y est, on n'a pas la même. J'ai mis Passarella et Ruggieri. OK. Bah, l'hésitation était sur le joueur qu'on allait aligner aux côtés de Passarella, je pense. Oui, bah, oui, totalement, c'était ma plus grosse hésitation avec le gardien de but, hein, donc de toute façon, c'était sur un de ces 2 postes, si on n'avait pas la même équipe Ouais, et je comprends tout à fait parce que jusqu'à pas longtemps, j'ai changé, j'ai fait sur Ayala, donc ça fait on peut démarrer plutôt par Passarella qui est l'évidence. complètement évident. C'est le capitaine de l'équipe championne du monde 78. Il est même double champion du monde, parce qu'il est Ouais, champion du monde en 86. Même s'il joue pas une seule minute dans le tournoi, il est dans l'effectif. Là, on parle d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Un joueur très autoritaire, voire même trop autoritaire. Il est extrêmement exigeant et pas toujours consensuel. Donc c'est un joueur agressif, mais aussi très technique. Il marque plus de 165 buts en carrière, dont 24 avec l'Argentine. Je rappelle que c'est un défenseur central, hein. Alors il tire les coups de pied arrêtés, mais il a aussi un vrai sens du but, un bon jeu de tête, un bon timing, alors qu'il n'est pas très grand, il mesure 1,73 m. Donc c'est un joueur qui coche absolument toutes les cases. Dans tous les critères, quasiment, il est au top. Il n'y a pas grand-chose de plus à le dire. oui, oui, c'est un super joueur. C'est un super joueur, en plus il est très élégant. C'est le capitaine, tu l'as dit, donc de toute façon, ouais, joueur mythique de la sélection, pour le coup. Et il y a plus de débats ensuite sur le joueur qui va l'accompagner. Alors moi, j'ai choisi Ruggieri parce qu'il est champion du monde Ouais. 86. C'est un joueur beaucoup plus physique, Ruggieri, que Ayala, hein, si je compare les deux. Ah oui, on est sur 2 profils, différents. Et je l'ai mis aussi parce qu'il est capitaine en l'absence de Maradona, et notamment sur les deux Copa América qui sont gagnés par l'Argentine en 91 et 93. Donc il a aussi ce palmarès-là. Et je trouve qu'on oublie un peu trop les joueurs qui entourent Maradona en 86. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que Maradona il gagne la Coupe du Monde 86 tout seul,
Alors, c'est vrai qu'il porte véritablement l'équipe sur ses épaules, Ouais. mais on oublie un peu que Maradona, il défend pas et que la moitié du travail, c'est de défendre. Et le patron de la défense, eh ben, c'est Ruggeri. Donc, il est quand même très important pour moi dans le titre de champion du monde en 86. Oui, oui, c'est sûr. J'ai hésité aussi, comme tu l'as dit, parce que Ruggeri, il a l'avantage, lui, d'avoir le palmarès par rapport à un Ayala. Mais je trouve qu'un Ayala, c'était un joueur, quand même, plus complet, plus intelligent, meilleur dans la relance. Après, tu parlais aussi du leadership de Ruggeri. Ayala, c'est un peu la même chose, hein, c'est le patron de la défense. Il a aussi le brassard de capitaine, hein, c'est le deuxième joueur avec le plus de capitanat derrière Lionel Messi, avec 53. Donc c'est un joueur dominant de son époque. Non, mais moi, je vais te dire, j'ai même aucun problème à dire qu'Ayala est au-dessus de Ruggeri, hein. Franchement, il y a pas de souci, hein. Je pense qu'il est même pas loin d'être le meilleur défenseur central du monde à un moment donné, hein. Mais pour moi, la différence, c'est qu'Ayala, il gagne pas et Ruggeri, il gagne. Donc c'est sur ça que j'ai tranché, en fait. Mais j'avais à peu près la même hésitation. Bah, pour moi, il y a pas de scandale, Ruggeri a le palmarès. Je trouve qu'Ayala, moi, je le mets quand même un cran au-dessus de Ruggeri en termes de niveau de performance et de joueur. Ouais. On peut citer Otamendi rapidement parce qu'il fait partie, des champions du monde 2022. Mais pour moi, en termes de niveau, je le trouve, très en dessous, hein. Ah bah, oui, c'est sûr. Après le vrai argument pour Otamendi et sa vraie plus-value, c'est sa longévité et son palmarès. Finalement, c'est pas un joueur, qui a été, dominant même dans sa sélection. Moi, je n'oublie pas non plus que sur la coupe Non, du monde, 2018, il prend le bouillon, comme les autres, de de la Mbappé, ouais. bah, ouais. Non, mais c'est même pire parce qu'en 2010, il prend pas un bouillon de Mbappé, hein. En 2010, il prend un bouillon de Podolski. Je me Donc, rappelle pas de lui tu en vois, c'est 2010, je encore. t'avoue. Si. Ah non, en 2010, il est Mmh. catastrophique. Et en 2022, bah, je trouve que même s'il fait un bon tournoi, faut regarder aussi les scénarios des matchs de l'Argentine. Et ils se font quand même remonter 2 fois 2 buts contre les Pays-Bas et contre la France. Donc ça veut dire que c'est le patron de la défense, mais c'est pas un patron qui est très rassurant pour sa défense quand même. Il a une gueule de leader, mais en fait, dans les faits, je suis pas persuadé que ça en soit vraiment un. Dans le sens où dès que Ouais. ça tourne au vinaigre, bah, ça peut être un des premiers à plonger aussi, quoi. On va passer au milieu de terrain. Ouais. Donc on a dit qu'on jouait avec 3 milieux de terrain. Moi, je joue avec un numéro 10 et 2 vrais récupérateurs. Ah ouais, pas le choix parce que ça va être quand même, assez offensif, entre le numéro 10 et les attaquants, donc il faut, des mecs qui vont travailler et compenser. Mais je te propose qu'on fasse durer le plaisir et qu'on dévoile d'abord les 2 récupérateurs. Ouais, Donc moi, j'ai choisi Mascherano et Simeone. ouais, moi aussi j'ai les mêmes, Mascherano et Simeone. Très bien. Alors Mascherano, déjà, il a été recordman de sélection avant d'être battu par Messi. Il a quand même 147 sélections. Il participe à 4 Coupes du Monde et il gagne les JO en 2004 et en 2008. C'est quand même le seul joueur depuis les années 60 à avoir ce palmarès de double médaillé d'or aux JO. Même si je compte les JO à part, c'est assez insolite pour être souligné. Ouais. Mais c'est surtout son tournoi de 2014 qui fait qu'il est là, hein, parce qu'il est ultra déterminant dans cette Coupe du Monde, où l'Argentine se hisse quand même en finale, et il se fait remarquer par quelques actions phares. C'est un joueur qui n'hésite pas à lâcher les tacles, c'est même un spécialiste du geste. Et en demi-finale contre les Pays-Bas, bah, il y a cette action où il va sauver son équipe en taclant sur un tir de Robben en fin de match. Ah ouais, où il se fait, malheureusement une petite déchirure, de l'entrejambe, ouais. Ouais. Donc pour cette prestation-là et pour sa longévité, je trouve qu'il mérite sa place. Et tu l'as dit, on va vraiment avoir besoin de joueurs pour faire le sale boulot. Et donc il est là pour ça et ils seront pas trop de deux. C'est pour ça qu'on a tous les deux ajouté Diego Simeone. Ouais, avant, juste pour finir sur, Mascherano, une petite anecdote quand même qui est fabuleuse pour ce joueur. Le mec a eu une sélection avec l'équipe première d'Argentine avant de jouer son premier match professionnel avec son club à River Plate. Juste pour te dire quand même la précocité du mec. Je pense que dans une sélection comme l'Argentine, dans une petite nation, ça peut s'entendre, mais dans une sélection comme l'Argentine, c'est incroyable. Ça en dit long sur, la précocité et l'importance de ce joueur aussi, en sélection. Ouais, ça en dit long aussi sur les choix étranges qui sont faits parfois par les sélectionneurs argentins. Peut-être. Franchement, mais bon. Et beh, on peut parler de Simeone maintenant. Hem, Simeone, c'est aussi la grinta, c'est 106 sélections, c'est 2 Copa América gagnées, début des années, Ouais, 90, 91 et 93. et pour le coup, c'est un peu un leader de cette équipe,
Je sais pas s'il est capitaine Complètement. sur les 2, mais je pense quand même. Sur les Copa América, non, c'est Ruggieri, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, il est capitaine en 98 et en 2002, sur les deux Coupes du Monde. Ouais. C'est un joueur, bah, comme l'entraîneur, hein, très, tactique, très dur. Très fort dans les duels, hein. Ouais, je trouve que l'Atlético représente très bien le joueur qu'il était. L'Atlético Madrid qu'il fait jouer en tant qu'entraîneur, représente très bien ce qu'était Diego Simeone comme joueur. C'est un sacré joueur, hein, quand même, hein. Moi, je le trouve très intéressant. Il est un peu plus box-to-box que Mascherano. Je trouve qu'il peut apporter un peu plus offensivement. Alors, il n'est pas forcément plus technique, mais il a plus de volume. Il a un bon jeu de tête aussi. Et je sais qu'on ne prend pas en compte la carrière de club, mais je veux juste donner un peu de contexte. C'est quand même un joueur qui va à l'Atlético Madrid, qui est un vrai club de losers. Et avec l'Atlético, il fait le doublé Coupe Championnat. Ensuite, il part à l'Inter Milan. Avec l'Inter, il gagne la Coupe UEFA. Et ensuite, il part à la Lazio, qui a quasiment aucun palmarès. Et avec la Lazio, il gagne la Serie A. Donc à chaque fois qu'il débarque dans un club, il arrive à le faire gagner. C'est pour dire un peu le joueur que c'est et ce qu'il peut apporter à une équipe. Ouais, ouais, dans le leadership, je pense il a une énorme capacité à fédérer autour de lui, à donner de la confiance, tu vois? C'est un gars sûr, en fait, dans ton 11. Là, avec Mascherano et Simeone à la récup, tu bien, quoi. Tu vas pouvoir Clairement. laisser tes 4 offensifs, travailler sans problème. Et c'est des joueurs qui ont du vice aussi, hein, parce que Simeone, son image la plus marquante avec l'Argentine, c'est peut-être l'expulsion de Beckham, hein. Ouais. C'est lui qui vient mettre une énorme boîte à Beckham et qui va provoquer ensuite son expulsion en faisant des caisses sur le coup de pied qu'il reçoit de la part de Beckham. Et d'ailleurs, il l'assume, hein, il a dit qu'il avait simulé, mais en Argentine, ça pose aucun problème, hein. Ça fait aussi partie de la culture footballistique de l'Argentine, d'avoir certains de ces joueurs avec du vice. C'est aussi pour ça que parfois ils sont détestés, hein, parce qu'ils ont ces joueurs-là. Il faut que ça soit aussi représenté dans l'équipe, et dans le 11. On va parler de la concurrence un peu. Déjà, si on regarde au niveau des champions du monde, bah, il y a Batista en 86 qui est un travailleur de l'ombre, mais qui est beaucoup moins dominant que les deux joueurs dont on va parler, et il a une carrière internationale beaucoup plus courte, donc il n'est pas vraiment dans la discussion. Et après, si on regarde en 2022, bah, on peut penser à Enzo Fernandez. Ouais, c'est celui que je voulais aborder aussi. Alors Enzo Fernandez, il a que 40 sélections, donc c'est compliqué aujourd'hui de le mettre, dans une réelle discussion avec les 2 autres, mais je trouve que déjà ce qu'il a fait en 40 sélections et notamment ce qu'il fait sur la coupe du monde 2022 peut déjà le rapprocher d'une place de titulaire et potentiellement, il y a même de grandes chances qu'il puisse y rentrer dans ce 11 à la fin de sa carrière. Parce qu'il est agressif, il a de l'impact, il a aussi une qualité technique de relance. Il a tout en fait, hein, pour être le milieu relayeur parfait, mais c'est encore un peu trop tôt puisqu'il a que 40 sélections, donc Ouais, pour l'instant, il lui manque la longévité. Faudra voir ensuite ce que ça donne, mais déjà par rapport aux deux autres, il a une Coupe du Monde, ouais. il a le palmarès, donc ça peut changer effectivement. Et il y a un autre joueur dont on doit parler, c'est Fernando Redondo, parce que c'est sans contexte le plus talentueux des joueurs argentins sur ce poste de numéro 10. C'est un joueur qui a une technique exceptionnelle, mais c'est absolument impossible de le mettre dans ce 11. Bah, tout simplement parce qu'il a que 29 sélections et il rate notamment la Coupe du Monde 98 parce qu'il veut pas se couper les cheveux. Donc voilà, ça sert à rien de mettre un joueur qui est pas capable de se couper les cheveux pour jouer une Coupe du Monde avec l'Argentine. Bon après c'est quand même fou que le critère de se couper les cheveux soit, un critère pour la sélection, mais bon. Bah ouais, ouais, c'était Daniel Passarella qui était sélectionneur à ce moment-là et qui avait cette autorité très militaire en tant que joueur, mais aussi en tant que sélectionneur. Alors que la moitié des mecs qui jouaient avec lui en 78 avaient tous les cheveux longs, mais bon, c'est pas grave. Ouais, alors je sais pas s'il s'entendait bien forcément avec les joueurs qui avaient des cheveux longs dans son équipe, parce que son argument, c'était de dire que les joueurs à cheveux longs perdaient trop de temps à se recoiffer sur le terrain. Et bon, mine de rien, la plupart des joueurs argentins se sont pliés à ça pour pouvoir être à la Coupe du Monde 98, hein. Mais bon, Redondo, lui, il n'a pas voulu céder. Et finalement, c'est un immense talent, mais c'est pas un joueur qui a beaucoup eu l'occasion de briller avec Non, la sélection argentine. Alors en 94, il est très très bon quand il joue la Coupe du Monde. mais c'est un joueur, comme tu l'as dit, très talentueux, c'est un joueur très, très élégant, technique, qualité de passe, Ah bah oui, non mais c'est c'est vrai qu'on n'est pas dans le profil de chien de garde que peuvent avoir les deux autres. Donc de toute façon, c'est un joueur qui collait un peu moins à ce qu'on pouvait rechercher pour équilibrer ce 11. oui, c'est beaucoup plus un organisateur qu'un destructeur, hein, ça c'est clair.
Et d'ailleurs, dans les profils un peu plus relayeurs, je vais juste mentionner Ardiles qui est dans l'équipe de 78, qui est un beau joueur de foot. C'est un vrai technicien, c'est un vrai joueur de collectif, mais on est sur un joueur qui est tout frêle. Et il va pas faire le travail défensif que peuvent faire les deux autres, hein. Ah oui, hein, bah, il est tout petit, hein, d'ailleurs, son milieu de terrain, ça se voit. Il fait 1,68 m là, j'ai sa fiche devant moi. Mais oui, oui, bonne qualité de passe, très mobile. Alors on passe au numéro 10. Pas de suspense, c'est Diego Maradona Évidemment. avec le numéro 10 dans le dos. Alors ce qui est fou avec Maradona, c'est qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si c'est le meilleur footballeur argentin de l'histoire. Et c'est peut-être pas le cas, hein. Moi j'ai pas de problème à dire que c'est Messi. Mais ce qui est incontestable, c'est que c'est la plus grande figure historique de son pays. C'est-à-dire que ça dépasse le foot. Pour moi, Maradona, c'est le visage de l'Argentine. Parce que c'est El Pibe de Oro, c'est le gamin en or, c'est une vedette en Argentine dès qu'il a 15 ans. Les Argentins vont s'identifier à lui parce qu'il incarne le peuple argentin, il incarne l'espoir de la nation et il va mener son pays sur le toit du monde. Et depuis, il est idolâtré. Et le mot est pas galvaudé, hein, parce qu'il y a quand même une église maradonienne. Donc dans son rapport au peuple argentin, je pense que Maradona a quelque chose de plus fort que Messi, qui est aussi une idole hein, aujourd'hui, mais un peu moins charismatique. Maradona a quelque chose de plus argentin dans son caractère. D'ailleurs, ça va être reproché à Messi, hein, qu'il l'a moins. Ah oui, complètement. Maradona, il incarne la passion nationale en fait. Il est perçu comme le joueur qui défend son pays, qui donne tout, qui est passionné par son pays. Mais ce qui est fou, c'est que Maradona, il a aussi beaucoup de frasques, hein. Bah oui, ça c'est Il y a sûr. quand même des choses dans sa carrière, dans sa vie, qui peuvent être perçues comme très agaçantes. Son immaturité, ses pétages de plomb, il y a notamment son expulsion à la Coupe du Monde 82, ses addictions aussi évidemment, mais il y a un lien émotionnel qui dépasse le jugement de valeur. Mais Maradona, comme tu l'as dit, au début de son aventure avec la sélection et même la fin, 92, ce carton rouge contre le Brésil, 94, Ouais, la coupe du monde où il est dopé et il quitte la sélection, mais par contre derrière il y a les sommets. En fait, c'est les montagnes russes, Maradona aussi en sélection, ouais. avec des sommets qui sont, immenses, évidemment la coupe du monde 86, mais même la coupe du monde 90. 2 éditions où il va, mener l'Argentine à un sacre et à une finale de coupe du monde donc bah, c'est phénoménal évidemment les images, son match contre l'Angleterre en quart de finale, 86 évidemment reste, le match le plus marquant. Ouais, mais de toute façon, 86, c'est le sommet de son foot. Il a vraiment des actions de classe à chaque match, hein. Ouais. Au final, il termine avec 5 buts et 5 passes décisives. Il est quasiment impliqué dans tous les buts de l'Argentine. Ouais, il se passe quelque chose globalement, sur le terrain quand il touche la balle. Donc évidemment, ce sera notre numéro 10. Alors la concurrence à ce niveau-là, bah, il n'y en a pas, mais on peut citer quand même quelques joueurs. Ouais, un Vérone éventuellement, un Riquelme surtout, si on doit en avoir un en termes de talent, mais après, Bah, Riquelme, c'est un très beau joueur. C'est le meneur de jeu de l'équipe de 2006. Et moi, personnellement, c'est la plus belle équipe d'Argentine que j'ai vu jouer de l'histoire. Et c'est en grande partie parce que Riquelme en est le meneur de jeu. Mais c'est un joueur qui est pas très adaptable. C'est-à-dire que c'est un vrai 10 à l'ancienne et tu dois construire l'équipe autour de lui. Et sinon, ça peut pas fonctionner. Donc déjà, je trouve qu'à son époque, c'est un joueur qui est très limité. Il faut accepter de jouer dans un tempo très lent. Et c'est un joueur qui est pas trop capable de faire les efforts. Alors je sais qu'il peut déchaîner les passions, etc. il déchaîne des passions parce qu'il a ce truc d'élégance, en fait. C'est un joueur, en effet, très élégant, mais comme un Pastore peut avoir, tu vois? Ce sont des joueurs qui sont magnifiques à Exactement. regarder jouer, mais en fait, quand tu regardes l'efficacité du joueur et ce qu'il t'apporte vraiment, sur un terrain, bah, ouais, à la fin du match, tu vas quand même plus te dire que, bah, il m'a moins apporté qu'il m'a apporté. Par C'est contre, ça. ils font des trucs avec le ballon qui, quand tu es spectateur, te font rêver. Ça, c'est une certitude. Non, mais c'est magnifique à avoir joué. Mais pour moi, il y en a plein d'autres, des joueurs comme ça. Et honnêtement, Riquelme, honnêtement, moi, je me demande vraiment ce qu'il a de plus, par exemple, qu'un mec comme Ivan de la Peña. Mais vraiment, hein. Ah, Ivan de la Peña, c'est un joueur magnifique, hein. Ivan de la Peña, c'est un joueur magnifique. Juste aller voir une petite compile des passes décisives d'Ivan de la Peña et ouais, vous allez vous régaler. Mais C'est des joueurs incroyable. comme ça, c'est fabuleux à regarder jouer, mais pour le très haut niveau, c'est trop limité. Alors Riquelme, il est peut-être un peu au-dessus, c'est peut-être le meilleur dans le style, notamment avec sa qualité de dribble, mais pour le très haut niveau, ça court pas assez, c'est pas assez solide. Ouais, ouais, je suis d'accord.
Et Vérone, un petit mot, tu y avais pensé, même si il y avait pas de débat? Alors moi, Vérone, j'y avais pensé, mais à la limite plus pour le mettre en relayeur. Mais en fait, ça déséquilibre trop l'équipe. Et puis Vérone, il a aussi une carrière en banc de scie, hein. Même en club, hein. En club notamment, mais aussi en sélection. Tu vois, en 2002, il rate son mondial. On va carrément l'accuser d'avoir trahi l'Argentine Mmh. quand il rate son match contre l'Angleterre, parce qu'à ce moment-là, il joue à Manchester United. Ouais, c'est son match contre l'Angleterre, il est très, très, très dur à regarder. C'est une catastrophe, hein. Il perd 100 de ses ballons. Mais là, tu sens que c'est un joueur qui est en déficit de confiance. C'est même plus un joueur de foot, professionnel, en fait. Il est incapable de jouer. C'est fou qu'il soit sur la pelouse, en fait, tellement il est, à côté de ses pompes. Et pour toi, c'est un sacré joueur, hein, son top, Ah mais hein, oui, parce qu'il sait faire plein de choses. hyper complet, ouais. Il peut marquer, il est bon dans la passe, bon dans les duels, ouais, il sait tout faire. Puis après, tu vois, il n'est pas appelé non plus en 2006, parce qu'il va se brouiller notamment avec Sorin, qui est capitaine, donc c'est compliqué. Et on va le revoir en 2010, mais c'est un peu une surprise, parce qu'à ce moment-là, il est retourné en Oh, Argentine, il finit à déjà. l'Estudiantes, je crois. Et c'est Maradona qui est sélectionneur, qui le sélectionne parce qu'il veut faire jouer des vrais locaux. Eh oui. Donc, bon. Et deux petits mots sur Burruchaga quand même, Oui, qui est bien le sûr. lieutenant de Maradona en 86. Et c'est même lui qui va inscrire le but de la victoire en finale de Coupe du Monde, le but du 3-2. Alors c'est un joueur pour le coup qui est beaucoup plus mobile qu'Arikelme, beaucoup plus rapide. Ouais, justement, il est important parce que dans son jeu sans ballon et ses déplacements, il est très bon et du coup, ça permet à Maradona soit de libérer des espaces, soit d'aller trouver des passes et de monter. Donc c'est un joueur quand même, majeur dans l'équipe de 86, hein. Mmh. Et il a une carrière un peu écourtée, parce qu'à partir du moment où il débarque à Nantes, il va pas être épargné par les blessures. Mais heureusement qu'il est là, en tout cas en 86, pour épauler Maradona. Ouais, ouais, complètement. Bon, on va pouvoir passer à nos offensifs, sauf si tu as déjà, si tu as d'autres noms à citer, mais je Non, non, pense qu'on non, a fait le on y tour. va. On va sur l'attaque, les trois joueurs de devant. Pour moi, il y a 4 noms et il y a 3 places. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai mis Messi, Kempes, Di Maria. Pareil, Messi à droite, Di Maria à gauche et Kempes en pointe. C'est ça, J'ai fait le même choix. ouais. La vraie discussion, elle était plus sur Di Maria et un 9 pour moi. Et faire glisser Kempes à gauche, qui est très, très, polyvalent. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Kempes, tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre en numéro 10, mais en l'occurrence, la place est prise par Maradona, ou tu peux le mettre en pointe. Alors Kempes, il est certes moins indiscutable que Messi et Maradona, mais c'est compliqué de ne pas le mettre, parce qu'en fait, sur les trois Coupes du Monde remportées par l'Argentine, 78, 86, 2022, il y a trois héros. Ouais, Et ces trois héros, c'est Kempes, Maradona et Messi. Donc tu es un peu obligé de mettre ces trois joueurs-là, et ensuite il reste une place. C'est pour ça que je disais que ça se jouait plus entre Di Maria et un autre joueur éventuellement qui pouvait être un numéro 9. Mais on va peut-être commencer par le joueur le plus évident. oui, bah, on a parlé de Maradona, on peut parler de Messi. Messi, son aventure en sélection, il y a presque 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a la première phase qui est une phase d'échec, où il va tout perdre. Il va perdre la finale de la Coupe du monde 2014, il va perdre la Copa América, où il va louper son tir au but. Il rate trois finales de suite, hein, parce qu'il y a deux Copa América. Oui, c'est vrai, il y a une Copa América en 2015 et en 2016 et ils font 2 finales, hein, je crois, sur ça. 2 fois au tir au but, hein, Oui, oui, c'est ça. et à la fin de la deuxième, donc en 2016, il décide d'arrêter sa carrière en sélection. C'est quand Ouais. même, fou tellement il en a marre, en fait, tellement il en a marre de perdre, derrière d'être, médiatiquement attaqué. Il y a des moments où, les médias, mais même, l'opinion, populaire va dire qu'en fait il est pas argentin, qu'il est catalan, qu'il a rien à faire en Ouais. sélection et En fait, il est surtout épuisé par les attentes qu'il y a autour de lui. Il y a beaucoup trop d'attentes sur lui. Et il souffre vraiment de la comparaison avec Maradona, on l'a dit tout à l'heure, qui est beaucoup plus charismatique, qui est un rebelle passionné. Et mine de rien, le fait qu'il annonce cette retraite internationale, ça va aussi calmer un peu tout le monde et faire un petit électrochoc au pays. Et il va revenir seulement 2 mois après, mais avec un autre regard quand même porté sur lui par les supporters. ouais, les premiers matchs de qualif d'après, il est pas appelé, hein, et quand il revient, c'est la deuxième phase après, bah, c'est là où il va connaître, le succès.
Alors il y a la coupe du monde 2018 où, ils vont être éliminés par la France, mais derrière évidemment il y a le sommet avec sa coupe du monde 2022. Allez là, il répond présent, c'est un des meilleurs joueurs de la compétition, un des plus décisifs. Puis après il va enchaîner puisqu'il va gagner une autre Copa América. Mais pour moi, le vrai changement, je sais pas trop si c'est sa retraite internationale, hein. Parce qu'en 2018, ça reste quand même une équipe qui est catastrophique, hein. Pour moi, 2018, ils ont quand même des gros problèmes encore, l'Argentine, hein. Je dis juste que pour Messi, c'est un changement en sélection à ce moment-là et je vois plutôt la rupture là parce que comme tu l'as dit, parfois ce qui pouvait le mettre en difficulté, c'était les attentes et à partir du moment où il annonce sa retraite et il revient, je trouve que l'attente, même si elle est encore existante, elle va descendre et on va plus avoir un regard sur le collectif et dire que l'Argentine est plus en difficulté, que collectivement il y a des lacunes, plutôt de dire que c'est Messi le problème de la sélection. C'est vrai, mais je pense que ce qui fait aussi la grosse différence, c'est l'arrivée de Scaloni. Après la Coupe du Monde 2018. Scaloni va avoir l'intelligence de créer un collectif beaucoup plus pertinent autour de Messi et donner une autre mentalité aussi à cette équipe. Mais de toute façon, même sans ça, même s'il n'y avait pas eu de succès, je pense qu'on aurait mis Messi dans le 11 type parce que même dans les échecs de l'Argentine, il fait quand même des énormes prestations. Il porte l'équipe à lui tout seul. Bah Eh ouais. oui. Sur la coupe du monde 2014, heureusement qu'il est là, tu vois? Et puis là, on va donner des stats. C'est 197 sélections actuellement. Donc, il va passer la barre des 200. C'est invraisemblable. 116 buts. Non, mais oui, c'est invraisemblable. C'est fou et là, il a 38 ans et il va faire, sa 6e coupe du monde. Ouais, ce sera peut-être celle de trop, mais de toute façon, à partir du moment où il a gagné en 2022, je pense que maintenant, pour les C'est que du Argentins, bonus il n'y en maintenant, aura pas de ouais, trop. ouais, ouais. Tout le reste, c'est pour l'histoire, et je pense que ça a, bah, totalement réconcilié, avec, le peuple argentin. Mais il n'y a pas eu non plus de rupture avec le peuple argentin, je pense, hein. Parce que justement, quand il annonce sa retraite internationale, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte Oui, c'est à ce que moment-là. non, l'Argentine soutient quand même Messi. C'est juste qu'il y avait des critiques, mais parce qu'on comparait Messi de l'Argentine et Messi du Barça. Alors que Messi de l'Argentine, il était bon aussi. C'est l'Argentine qui était Je suis mauvaise. totalement d'accord. C'est Alors l'Argentine que qui était nulle, puis en Messi fait. était dans un des plus beaux Barça de l'histoire, donc ça aide pas non plus. La comparaison, elle était absurde, en fait. Bah oui, oui. Alors, on va pouvoir passer sur Kempes. Ouais, Kempes, bah, tu l'as dit, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la coupe du monde 78, hein. C'est un attaquant très polyvalent, qui souvent part d'un peu plus bas. Il y a même des moments où il est presque numéro 10 et il va être très bon balle au pied, dans la combinaison avec d'autres joueurs et puis, bah, de toute façon, sur cette compétition, notamment dans les derniers matchs, il y a tout qui lui sourit parce que même en finale, il a les comptes favorables, il marque dans la finition, dans les surfaces, il est excellent donc tu vois que je trouve sur le terrain, il est, au-dessus des autres d'un point de vue, physique, technique, Ouais, c'est un très bon joueur. Alors, il est plus efficace qu'élégant, je trouve. C'est-à-dire qu'il a une conduite de balle correcte, mais surtout, il résiste bien au contact, il court énormément. Mais après, si tu veux faire la meilleure équipe possible, c'est sûr que c'est pas forcément lui que tu mets au poste de numéro 9. Mais si on remplit les critères, si on fait le 11 qui fait gagner l'Argentine, bah on peut pas passer à côté de Kempes. ouais. Le petit problème, c'est que son aventure avec la sélection, elle est un petit peu plus courte. Il a que 44 sélections, 20 buts. Bon, aussi à une époque où il y a moins de matchs, mais Autre époque. Et puis, il faut pas oublier que c'est un Argentin qui fait quand même une grande partie de sa carrière en Europe, à Valence. Et à cette époque-là, quand tu évolues en Europe, tu retournes pas forcément en Argentine pour jouer les ouais, matchs c'est avec la ça. sélection. Il est tellement dominant sur la coupe du monde à domicile qu'il remporte à son 78 qu'il a forcément sa place dans le 11. On passe à Di Maria. Lui aussi, ça commence à être pas mal en termes de statistiques. Il y a 145 sélections. Il a déjà joué 4 Coupes du Monde et il est dans cette équipe qui vient d'enchaîner les 2 Copa América et la Coupe du Monde. Alors, il y a un chiffre qui est très parlant pour raconter l'importance qu'a ce joueur dans cette équipe d'Argentine. C'est que sur les 3 finales qu'ils vont jouer entre 2014 et 2016, la finale de Coupe du Monde et les 2 finales de Copa América, 3 fois il est absent pour blessure et 3 fois l'Argentine perd. Ouais, Et complètement. quand il va enfin être là sur les finales 2021, 2022, 2024, 3 fois, ça gagne. Donc c'est un joueur qui C'est est ça. déterminant dans les Puis succès. il est décisif dans ces finales. En fait, il est tout le temps relié par ses actions au titre de la sélection. Copa América, 2021 contre le Brésil, il gagne 1-0, c'est lui qui marque. Coupe du monde 2022, c'est lui qui marque, c'est lui qui provoque le penalty. Même si on remonte plus loin, déjà son premier match, en 2008 sur les JO, il gagne 1-0 contre le Nigeria, c'est lui qui marque. C'est un mec qui est hyper décisif dans les finales. Donc c'est un peu le porte-bonheur presque de la sélection et puis, il a la longévité aussi et je trouve que dans l'association, avec Messi, il y a vraiment, vraiment une connexion.
Et je trouve qu'en fait, il a pas assez cette étiquette de top joueur. Parce qu'il a joué toute sa carrière avec des extraterrestres à côté de lui. C'est-à-dire que quand il est au Real, il a Cristiano Ronaldo à côté de lui. En sélection, il a Messi à ses côtés. Et quand il arrive au PSG, Il y a on lui Mbappé, met Neymar. Mbappé et Neymar. Et du coup, il a tout le temps Mais cette image de lieutenant. Mais c'est quand même un sacré joueur de foot qui aurait peut-être pu être un franchise player, entre guillemets. et il l'a aussi un peu parce que quand il a eu ce statut-là à Manchester United, Mais ça n'a pas marché, bah, ouais. ça a pas marché. Donc en fait, on a dit ça. Mais finalement, tu l'as dit, c'est un joueur extraordinaire Ah oui, clairement. et dans toutes les équipes où il a joué, hormis peut-être à Manchester, il a été un rouage, essentiel parce que même au Real, alors il joue plus bas sur le terrain, mais il est dans le parcours de la décima, il est très important pour l'équipe. C'est un fabuleux joueur. On parlait de joueur élégant, alors il est peut-être moins élégant, dans sa manière de courir, mais par contre, ouais, il a un pied, incroyable. Et je dis une bêtise ou on a que des gauchers là devant? Bah, ouais, c'est Kempes, je suis pas sûr, il faut vérifier, les 2 autres, c'est sûr. Moi, j'aurais dit gaucher. Ouais, gaucher. Bah, ouais, on joue qu'avec des gauchers, mais est-ce que, les gauchers, c'est pas les plus beaux footballeurs? Hein, finalement. Bah, peut-être. On va enchaîner avec la concurrence. Ouais, Donc, toi, tu m'as parlé de 4 joueurs pour 3 places. Donc, c'était qui le quatrième? bah, pour moi, c'était Gabriel Batistuta, Batigol. Ouais, je suis d'accord. Donc, pour le coup, Batistuta, c'est un pur numéro 9, c'est un pur buteur. Il est beaucoup trop efficace tout le temps. Il est capable de transformer un quart d'occasion en but. Il peut se créer des buts tout seul. Et il va quand même gagner 2 Copa América, 91 et 93. Ouais, Et il participe aussi à 3 Coupes du Monde. Et en plus, sur ces Coupes du Monde, eh ben, il il est marque, bon, hein. hein. Ouais, ouais, il marque à chaque fois. C'est 55 buts en sélection avec en 78 sélections. Bah, en termes de ratio, c'est juste le meilleur argentin, devant Messi. C'est un attaquant très complet dans la finition, il est très bon de la tête, il peut marquer de loin, il est beaucoup plus puissant qu'il en a l'air. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'à chaque fois, c'est une touche de balle quasiment maximum et il déclenche la frappe. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je trouve, dans sa capacité à finir les actions. Quand il est bien servi et qu'il touche la balle dans la surface ou même à l'entrée de la surface, dans l'exécution, il est redoutable. Après, ce qui lui manque malheureusement par rapport aux 3 autres, bah, là, c'est le palmarès. Mais même un gros parcours en Coupe du Monde, tu vois. Parce que même avec une finale de Coupe du Monde ou un titre de meilleur buteur, ça peut passer peut-être. Parce qu'il a jamais été ne serait-ce qu'en demi-finale. Je suis d'accord avec toi. Après en 98, tu vois, ils sont pas loin, hein, mais Bah oui, ils ils sont échouent, pas loin, en quart de mais finale. Mais c'était un joueur, fabuleux, donc pour moi, c'était le quatrième et il était juste derrière les 3 autres. pour moi, il y en avait un autre qui était vraiment pas loin. C'est Claudio Caniggia. Ouais, Claudio Caniggia, c'est 50 sélections. Alors, c'est pas énorme, mais en 1990, il est monstrueux dans cette Coupe du Monde où l'Argentine va en finale et il forme un duo extraordinaire avec Maradona. Autant en 86, l'équipe d'Argentine, c'est l'équipe de Maradona et Burruchaga, on l'a dit, c'est le lieutenant. Autant en 90, cette équipe d'Argentine, c'est l'équipe de Maradona et Caniggia. C'est les deux joueurs. Et je trouve pas qu'il soit en dessous de Maradona sur ce tournoi. ah bah, oui, je suis d'accord avec toi. Bah, déjà parce que moi, je trouve quand même un petit peu que Maradona est déjà moins fort en 90 et puis, Caniggia, pour le coup, il est décisif et il a vraiment beaucoup de mobilité, il accélère, très vite. Ah, il a du feu dans les jambes. Alors, ce qui coince, c'est qu'il est suspendu pour la finale et il joue pas la finale et l'Argentine va perdre cette finale. Mais tu vois, s'ils vont au bout, s'ils gagnent cette Coupe du Monde, il aurait aussi pu être le héros de cette Coupe du Monde avec Maradona. Ouais. Mais après, malheureusement, sa carrière en sélection est plutôt courte et c'est un joueur qui a un peu tombé dans l'oubli en dehors de l'Argentine parce qu'il a une carrière assez chaotique et en Europe, je pense qu'on se souvient pas trop de lui. Parce qu'aucun club va trop vouloir le signer, notamment parce qu'il a des gros problèmes de cocaïne et il va avoir une suspension pour dopage. Donc c'était vraiment le partenaire idéal de Maradona pour plein de raisons, mais c'est pas suffisant. Ouais, voilà, dans tous les domaines, ils s'entendaient bien. C'est ça. Ils changeaient les ballons sur la pelouse et les pochons dans les vestiaires. C'est bien. Après, on peut faire une liste d'attaquants parce que sur ce poste de numéro 9, l'Argentine a quand même sorti un sacré paquet de joueurs. Ouais. On peut citer Crespo par exemple, qui est l'attaquant dans les années 2000.
Batistuta, des fois, doit mettre Crespo sur le banc, j'imagine, sur des moments. Ils ont dû jouer ensemble. Je pense qu'en 2002, ils jouent ensemble. En 2002, ils jouent ensemble, hein. Ouais. Et par rapport à Batistuta, c'est plus un joueur de surface qui va être toujours au bon endroit pour finir les actions. Et il a quand même 35 buts en 64 sélections. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est pareil, c'est un sacré finisseur, hein. Et après, il y a une génération où il y a beaucoup de monde. Agüero, Higuaín, Tevez dans les années 2010. Alors ça fait beaucoup de concurrence et c'est pas facile en finale pour ces joueurs-là de s'imposer. Et finalement, celui qui s'impose peut-être le plus, ben, c'est Gonzalo Higuaín. Mais alors les échecs avec la sélection sont monumentaux. Que ce soit la finale de 2014 ou les Copa América, ça fait très mal. Ouais, il loupe des face-à-face, il loupe des tirs au but. D'ailleurs, je crois que Batistuta, c'est quand il devait être consultant, il dit que Higuaín, on va le retenir surtout pour ses ratés en sélection. Ah bah on le retient déjà que pour ses ratés en sélection. Et ouais, ouais, c'est dur de le mettre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il a été le titulaire, le neuf de l'Argentine, et qu'il avait renvoyé sur le banc Agüero et Tevez, hein. Et Agüero, bah lui, c'est un super joueur de club. Pour moi, c'est une légende de première ligne, il n'y a pas de problème. Mais avec la sélection, bah, il a beaucoup trop subi la concurrence d'Higuaín et ça n'a jamais été vraiment un leader. Ouais, ouais, ça a été un peu compliqué. Et Tevez, bah, c'est un peu pareil. Mais Tevez, pour le coup, c'est aussi que je pense que dans cette concurrence, c'est un joueur qui était compliqué à gérer et Ouais. finalement, il a été écarté des groupes par moment parce que, bah, si tu es pas sûr de le mettre titulaire, c'est compliqué de garder un Tevez sur ton banc parce que tu sais il peut te faire péter ton vestiaire, quoi. Après, il y a quelques joueurs, là, dans la nouvelle génération, je pense à Lautaro Martinez et Julián Alvarez. Lautaro Martinez, je pense qu'il part déjà de trop loin pour pouvoir espérer quelque chose. Parce que lui aussi a été, bah, mis sur le banc finalement sur la coupe du monde 2022, au profit de Julián Alvarez qui a complètement, changé la sélection. Donc lui peut espérer si jamais sur, la prochaine coupe du monde, c'est un joueur dominant et ils font le back to back, ils vont chercher une autre coupe du monde, bah, peut-être qu'il sera dans la discussion, mais pour les autres, ils sont trop loin, ouais. Mais ça va pas être simple en tout cas de sortir ou Di Maria ou Kempes de ce 11 type parce que c'est des légendes et même Di Maria, hein, je pense que pour les Argentins, c'est une véritable légende. Ouais, ouais, complètement. Puis lui, pour le coup, il est en train de bien finir, son image, tu vois? Il est revenu à Rosario, au pays. Exactement. C'est ouais, il coche toutes les cases. Donc voilà pour le 11. On va rappeler nos équipes. Donc en fait, c'est assez simple parce qu'on n'a qu'une différence. Ouais. J'avais parié sur un sans faute, mais finalement, on a une différence dans la charnière centrale. Donc on a mis tous les deux Dibou Martinez dans les buts. Ouais. Javier Zanetti à droite, Sorin à gauche. En défense centrale, moi j'ai fait une charnière Passarella-Ruggieri et toi tu as fait une charnière Passarella-Ayala. Au milieu de terrain, on a deux récupérateurs, Mascherano et Simeone avec Maradona en numéro 10 et une attaque Messi, Di Maria sur les côtés et Kempes en pointe. Ouais, il y a du talent sur la pelouse, hein. Ah bah devant, il y a beaucoup de talent, hein. Alors on va rajouter un sélectionneur comme d'habitude. J'aurais tendance à prendre Scaloni, moi. Ah, je pensais qu'on allait faire un débat Menotti-Bilardo. Alors, faut savoir qu'il y a toujours un débat en Argentine entre les deux entraîneurs champions du monde que sont Menotti en 78 et Bilardo en 86, parce qu'ils incarnent chacun des philosophies qui sont totalement opposées. C'est-à-dire que Menotti, c'est l'entraîneur qui prône le beau jeu, et Bilardo, c'est l'entraîneur qui cherche d'abord le résultat, quelle que soit la manière. Oui, le pragmatisme. Donc moi, j'aurais peut-être été sur Menotti. Mais Scaloni, quelque part, est-ce que c'est pas un héritier de Bilardo? Avec d'abord une gestion d'effectifs. Si, si, je suis d'accord avec toi. Moi, j'écarte Bilardo de la discussion. Donc si on reste sur Menotti, Scaloni, aller sur Menotti, ça me va parce que c'est une époque où les sélectionneurs ont aussi un vrai impact, tactique et sur la philosophie du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, Scaloni, ça marche très bien parce qu'aujourd'hui, en sélection, ce qui est important, c'est ta capacité à créer un groupe et à mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Je pense qu'il est très bon dans ça. Par contre, Menotti a apporté quelque chose d'un point de vue tactique et d'identité du football argentin qui est suffisamment représentatif pour qu'on le mette. Ça me va totalement. Bah, il avait déjà produit des belles choses avec Huracan en club avant d'être sélectionneur. Alors que Scaloni, il commence sa carrière en tant que sélectionneur, je crois. Ouais. Ouais, ouais, je crois qu'il a eu les jeunes avant, un truc comme ça. Ouais. Moi, Scaloni, ce qu'il fait, c'est magnifique pour l'Argentine. Mais quand tu regardes de plus près la façon dont ça gagne cette Coupe du Monde 2022, tu te dis quand même, les dieux du foot sont de ton côté, hein, parce que c'est limite sur plein de matchs, hein. Oui, mais en ce cas enfin, comme dans toutes les coupes du monde, je veux dire en 78, il y a des matchs où ça se joue à rien, en 86 aussi, enfin Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui est très très loin d'être dominante, hein. C'est pas un champion du monde qui écrase la compétition.
Ah oui, oui, je suis d'accord. Dans l'histoire des champions du monde, oui, l'Argentine 2022, ils sont pas du tout dominants, hein, par rapport au tournoi, hein. Alors l'Argentine 78, on peut dire plein de choses. C'est la Coupe du Monde à la maison, avec la dictature, ils sont aidés par les arbitres, il y a peut-être de la Par corruption, les etc. adversaires aussi. Ouais, par les adversaires. Non, mais c'est vrai, on peut remettre en perspective le titre, mais on peut pas enlever une chose à cette équipe, c'est qu'elle joue bien au foot. Mais de toute façon, quand tu regardes la finale, c'est un super match parce que tu as les Pays-Bas qui jouent bien, mais parce qu'aussi tu as l'Argentine qui produit quelque chose. Donc il y a pas de problème, c'est une belle équipe. On va conclure là-dessus. On n'a pas choisi le coach au final, hein. Non, mais Menotti, ça me va. Il est quand même plus, enfin, je sais pas s'il est plus représentatif. En tout cas, il raconte davantage de l'histoire du foot argentin, donc Ouais, et puis il va aussi inspirer d'autres coachs par la suite, des Bielsa, etc. c'est pour ça. Ouais, exactement. Donc c'est logique que ça soit lui, sans problème. Donc c'est la fin de cet épisode sur l'Argentine et on revient très vite avec un nouveau 11 type. Il nous en reste quelques-uns encore à dérouler. Ouais, ouais, il reste quelques sélections, puis après la coupe du monde, va vite arriver. Exactement. Donc on se dit à bientôt dans le passé. Salut tout le monde! Mais si, et si tu n'existais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? Le pied gauche, le pied droit, comme la légende